Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à bord de ce webinaire mandataire social et dirigeant pour vous aider en fait à mieux maîtriser les fondamentaux de ce statut particulier. Je suis Alexandre Quétu et j'ai la responsabilité d'animer donc ce nouveau webinaire organisé par le service conseil de PRH Solutions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, en fait, permettez-moi de vous présenter brièvement notre service conseil et pourquoi surtout leurs services et leur accompagnement sont essentiels pour sécuriser vos décisions. C'est une équipe intégrée de juristes spécialisés en droit social qui accompagne l'ensemble de nos clients dans leur prise de décision stratégique RH pour être certain de leur conformité juridique. Alors que ce soit pour gérer des situations complexes, rédiger des actes juridiques, optimiser vos pratiques ou simplement répondre à une de vos questions ou comme aujourd'hui animer un webinar, notre service conseil est présent pour vous accompagner et vous prodiguer les meilleurs conseils. Et justement, j'ai le plaisir d'accueillir deux membres réguliers. En fait, ils sont tous les deux juristes et experts en droit social. Donc, Jules Magnan, qui va assurer la présentation et partagera son expertise avec beaucoup de pédagogie. Bonjour, Jules. Bonjour à toutes et à tous. Et Déborah Iglesias, en back-office, donc qui va répondre à toutes vos questions en direct. Bonjour, Déborah, tu es prête? Bonjour, je suis prête. Alors, avant de commencer, quelques rappels du fonctionnement de nos webinaires. Donc, vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment, donc via l'onglet dédié tout en haut de votre écran, donc QR pour questions-réponses. Elles seront traitées par Déborah lors de la session de questions-réponses et puis bien sûr au fil de l'eau. Vous pouvez échanger également avec les autres participants, donc avec l'onglet réaction qui se situe juste à côté donc de l'onglet questions-réponses. Et bien sûr, donc le webinaire est enregistré et le replay ainsi que tous les supports vous seront envoyés par mail. On va pouvoir commencer. Je laisse la parole à Jules pour vous partager d'abord le sommaire de ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, le sommaire de ce webinaire sur les mandataires sociaux et les dirigeants euh, va se constituer de la façon suivante. Donc, les différentes catégories cadres, dirigeants, mandataires sociaux, le décompte des effectifs, le cumul contrat-travail, mandat social, la durée de travail et les absences du mandat social, la rémunération et la révocation pour finir. Donc on va suivre un petit peu le parcours, en tout cas d'un mandataire social, d'un dirigeant de société, et voir un petit peu ce statut, enfin ces statuts particuliers. Parfait, je vois que tout le monde est presque connecté ou en cours de connexion. On va pouvoir ouvrir en fait avec le premier chapitre, consacré à la catégorie des cadres dirigeants et mandataires sociaux. Alors, il existe justement ces catégories, mais attention, leur statut implique vraiment des spécificités qui les distinguent des salariés classiques, avec des implications spéciales en termes d'application et bien sûr d'application du droit du travail. Oui, tout à fait, Alexandre. Effectivement, il y a différentes catégories, en clair, euh, sur ce sujet de salariés, non salariés au sein de la société. Et notre but, ça va être de différencier, en clair. Première chose, donc le statut de salarié et de non salarié, mais de voir aussi les différents statuts, dirigeants, mandataires sociaux, cadres dirigeants, etc. Donc on va commencer tout de suite par le plus simple, en clair, les cadres, tout simplement au sein d'une société. Donc pour rappel, on peut avoir des ouvriers employés, des agents de maîtrise, des cadres, c'est la catégorie professionnelle classique que l'on applique dans la majorité, la globalité des conventions collectives en France. Et il est donc cette fameuse catégorie des cadres qui s'approche le plus, en tout cas, de la direction. Il correspond à une catégorie de salariés. Les cadres sont bien des salariés. C'est une catégorie professionnelle à part, comme je l'indiquais, et qui fait l'objet d'une classification qui est prévue dans la convention collective applicable. Ce statut de cadre, c'est un statut un petit peu particulier, puisque les cadres peuvent généralement être en forfait jour s'ils remplissent les conditions qui sont prévues par la convention collective. Alors pour quelle raison? Parce que le statut cadre, en clair, prévoit une certaine autonomie dans son travail et donc permet à ce titre de rentrer dans un cadre d'autonomie dans la gestion de sa durée de travail, etc. Et donc,
permet de recourir au forfait jour. Attention, dans le respect des conditions prévues par la convention collective, puisqu'on le rappelle, la convention collective, on l'avait développée dans le cadre du webinaire sur la durée du travail, prévoit les conditions pour recourir à un forfait jour. Donc c'est pas tous les cadres, parfois, ça dépend de la classification qui est prévue dans la convention. Et enfin, la rémunération d'un cadre, comme en clair de tout salarié, prend la qualité de salaire et fait l'objet d'un bulletin de salaire à proprement parler. Donc là, on est sur le registre classique que vous connaissez tous d'un salarié, et on va rentrer un peu plus dans le détail. Alors, si on vous a apporté ce petit aparté sur les cadres, c'est parce qu'il faut les différencier des fameux cadres dirigeants. Et le simple fait de parler de cadre dirigeant, de rajouter ce petit mot dirigeant, change déjà d'un premier abord un petit peu la globalité en clair de ce statut. Alors pourquoi? Le cadre dirigeant reste un salarié, c'est la première des choses en fait à voir, vous le voyez apparaître ici, ça reste un salarié comme l'est un cadre classique, mais dans la définition qui est portée, on va voir qu'il y a des différenciations avec les cadres. Alors le cadre dirigeant, en clair, c'est un salarié à qui on confie des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps. Ça, on pourrait retrouver cette définition pour celle d'un cadre, mais vous allez voir que plus loin, on va rentrer de manière un peu plus précise dans les conditions pour être cadre dirigeant. Ils doivent être habilités à prendre des décisions de façon largement autonome. On reste un petit peu plus flou, mais on commence à rentrer quand même dans le sujet, puisqu'il y a des décisions qui doivent être prises au niveau de la direction. Donc on est sur un cadre dirigeant qui est vraiment sur un cadre qui est vraiment en lien avec la direction. Et dernière chose, il doit percevoir une rémunération qui se situe dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou dans l'établissement. Et là, il y a une définition à proprement parler, puisque le cadre dirigeant doit, on le dit, rentrer dans la rémunération, dans les 10 meilleures rémunérations qui sont pratiquées dans la société. Donc vous le voyez, on est sur un statut qui est quand même, qui a une définition à proprement parler, et surtout, un cadre dirigeant doit être identifié tel quel dans son contrat de travail. Donc le but, c'est vraiment de, comment dire, de bien différencier les cadres classiques, qui sont salariés, des cadres dirigeants. Alors, quelle est la différence en termes de statut d'application du Code du travail? Ces salariés, donc ça reste des salariés, ils sont clairement exclus des dispositions relatives à la durée du travail et donc, par ce biais-là, à la réglementation des heures supplémentaires. C'est un cas très particulier. Habituellement, un salarié, on lui appliquera toujours une durée de travail. Il y a des dispositions qui sont assez strictes sur la question. On le rappelle, dans le cadre des contrôles effectués par l'inspection du travail, il y a deux sujets qui ressortent de manière globale. Et ces 2 dernières années, l'inspection du travail l'a également rappelé. Ça va être le sujet, bien sûr, du travail dissimulé, des salariés de nationalité étrangère voilà, qui ne sont pas déclarés, euh, et également la durée de travail. Donc attention à cet aspect-là. Pourquoi? Parce qu'un cadre dirigeant est exclu on ne lui applique pas les dispositions relatives à la durée du travail. Alors du coup, ça va entraîner un certain nombre de conséquences. Donc ils ne sont pas concernés notamment par tout ce qui va être travail de nuit. Ils ne sont pas concernés par les durées maximales de repos quotidien et hebdomadaire de travail, aussi fou que cela puisse paraître. Ils ne sont pas non plus concernés par les dispositions relatives aux jours fériés. Ils n'ont pas droit aux compensations financières qui peuvent être prévues dans le cadre de la convention collective en cas de travail le dimanche ou en cas de travail un jour férié. Sauf si l'accord qui le met en place, si un accord d'entreprise ou si la convention collective le prévoit, vise expressément les cadres dirigeants. Donc il faut vraiment qu'il y ait la notion de dirigeant, cadre dirigeant. Ou si leur contrat de travail le prévoit.
Ils ne sont pas soumis à la journée de solidarité. Là également, ça peut être un petit peu déstabilisant qu'un salarié ne soit pas soumis à la journée de solidarité, mais il faut le savoir. Par contre, ils bénéficient des autres dispositions du Code du travail, notamment des congés payés, des congés particuliers et également du compte épargne-temps, CET. Donc vous voyez, il faut faire attention à cet aspect-là parce que c'est uniquement les dispositions relatives à la durée du travail que l'on ne leur applique pas. Mais par contre, on leur applique le reste des dispositions, ils restent avant tout des salariés. Alors un petit point juste pour finir sur sur ce statut particulier, à ce niveau-là. Concrètement, le cadre dirigeant, en clair, il faut faire vraiment attention à pas faire mention à une durée de travail. Pourquoi? Quel est le risque derrière? Le risque derrière, c'est que, en clair, ce salarié ne soit pas considéré comme un cadre dirigeant, que derrière il puisse faire un recours dans lequel il demanderait l'application, en clair, d'un cadre classique et donc des dispositions relatives à la durée du travail et par conséquent obtenir ainsi devant le conseil des prud'hommes des condamnations d'une ampleur conséquente. On l'avait vu pour un forfait jour, on peut avoir des condamnations à 100 000 €, 200 000 €. Pour un cadre dirigeant, là on est sur un même ordre de grandeur, voire plus. Donc attention à ce niveau-là, si ce salarié est un cadre dirigeant, on ne doit pas lui appliquer de durée du travail, il ne doit pas être fait mention dans son bulletin de salaire de la durée de travail applicable, etc. Donc véritablement, faites attention à ça. N'hésitez pas à revenir vers nous sur ce statut particulier pour bien le différencier et bien voir si tout est en règle. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, dans le cadre de ce webinaire, donc le dirigeant à proprement parler. Le dirigeant, il a un statut spécifique. C'est en clair un terme générique pour désigner une personne qui occupe un poste de direction ou de gestion dans une entreprise. Donc c'est un terme générique à proprement parler. Le dirigeant n'est pas un salarié, sauf en cas de cumul avec un contrat de travail. Donc là encore, attention, parce que le dirigeant, de base, voilà, vraiment fais un focus dessus, ça n'est pas un salarié. Vraiment, c'est la première des choses. Sauf que il y a une exception dans le cas où il fait un cumul avec un contrat de travail. Enfin, ça peut être un mandataire social. Donc un mandataire social, ça va être tout ce qui va être président de société, gérant de société. Et il peut être également un associé de la société, c'est-à-dire une personne qui dispose de parts sociales, d'actions au sein de la société. Donc pour reprendre, en clair, le mandataire social, donc le dirigeant, pardon, peut être un mandataire social, mais pas nécessairement, et il peut être également un associé ou pas. Donc vous voyez, vous pouvez avoir voilà, un certain panel en clair de définition. Donc attention sur cet aspect-là, le dirigeant reste un cadre générique et reste pardon, un terme générique plutôt. Et donc il faudra bien le définir en rentrant un petit peu plus dans le détail, savoir s'il a un mandat social, savoir s'il cumule ce mandat social avec un contrat de travail, savoir si c'est un associé ou si ça n'en est pas un. Donc voilà, tout ça va définir le statut en clair de dirigeant. Et pour le définir un petit peu mieux, ben on va rentrer sur le point précis du mandataire social. Alors, le mandataire social, ça n'est pas un salarié, sauf en cas de cumul avec un contrat de travail, on l'a vu, et il peut être lui aussi associé ou non de la société. Donc c'est quelqu'un qui peut effectivement disposer d'un mandat social pour diriger la société, mais il n'est pas nécessairement un associé de la société. Vous avez certains voilà, mandataires sociaux qui ne sont pas effectivement associés de la société. Ils sont en clair recrutés, si l'on peut dire, uniquement pour cela. Il a reçu le pouvoir, après un vote ou une décision des associés, de représenter moralement la société auprès de tiers, première chose, de diriger la société, deuxième point, et également de gérer la société, troisième point. Donc, il reçoit ce pouvoir après un vote ou une décision des associés.
dans le cadre, concrètement, on va le voir, d'une assemblée générale, hein, ou sinon si c'est prévu dans les statuts d'un premier abord. Il peut prendre des décisions pour la société en tant que personne morale, puisque la société est une personne morale, donc elle doit être représentée en clair par une personne physique, et c'est ce qu'est le mandataire social. Il s'agit, en clair, en pratique, d'un gérant pour une SARL, un gérant pour une EURL, puisque c'est ainsi qu'on les nomme dans ces deux cas, mais ça peut être aussi un président, un directeur général, un président-directeur général, donc ce qu'on appelle communément le DG ou le PDG, s'il a les fonctions de président et de directeur général ensemble. Lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'est-ce qu'on entend en tant que société commerciale? On entend tout ce qui va être SA, donc société anonyme, SAS, société par action simplifiée, etc. Donc, il est mentionné dans le cabis de l'entreprise. Alors attention sur ce point-là, petite précision, le cabis d'une entreprise, c'est un document officiel, un petit peu la carte d'identité de la société, mais attention, on ne mentionnera pas le nom des associés dans le cabis d'une société. Par contre, on mentionnera toujours le nom en clair du mandataire social, du dirigeant. Donc, il doit être mentionné dans le cabis. Et également, il doit être désigné soit dans les statuts, puisque lorsqu'on a créé la société, on a rédigé des statuts, et on a peut-être désigné d'un premier abord en clair le mandataire social, soit sinon, on le désigne dans le cadre d'un procès-verbal d'assemblée générale, si par exemple, on l'a désigné par la suite, dans le cadre d'une décision d'assemblée générale une fois que la société a été créée, ou si par exemple, on a en clair comment dire, un, un mandataire qui a été révoqué et qui a été remplacé par un autre mandataire, ça va faire l'objet d'une décision d'assemblée générale. Et dès lors qu'il y a une décision d'assemblée générale, ça doit apparaître dans le procès verbal de l'assemblée générale. Le mandataire social, c'est le représentant de l'employeur dans tous les actes qui sont liés à la gestion de l'entreprise. Donc il est responsable devant les actionnaires, devant les partenaires, les fournisseurs, etc., devant la loi, et tout particulièrement dans le domaine de la gestion du personnel et du droit social. Donc vraiment, c'est lui qui représente au mieux ce que l'on peut appeler communément en termes génériques l'employeur. Le mandataire social, il peut aussi également avoir la possibilité de déléguer par mandat une partie de ses prérogatives et de ses responsabilités en tant que mandataire à une autre personne, quand je dis une autre personne, ça peut être une autre personne appartenant à la société, à un autre salarié, quand il fait partie de l'ensemble du personnel, de manière temporaire ou de manière permanente, dans le cadre d'une délégation de pouvoir par écrit. Donc cette délégation de pouvoir par écrit, c'est un document juridique qui est essentiel. Donc là encore, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à passer par notre biais pour en rédiger. On le propose effectivement à la rédaction. Et il est important de bien définir dans cette délégation de pouvoir les pouvoirs en fait qui sont accordés à la personne qui en bénéficie. N'hésitez pas à bien vérifier cet aspect-là, parce qu'il arrive parfois que dans la gestion d'une entreprise, on oublie de mettre en œuvre une délégation de pouvoir, et dès lors, la personne qui prend des décisions au nom de cette délégation, si elle n'a pas justement cette délégation de pouvoir par écrit, elle ne pourra pas justifier par la suite de la bonne prise de ces décisions-là, et ces décisions ne pourront pas s'appliquer. Donc vraiment revenez vers nous. Il faut savoir enfin qu'il y a une petite exception pour les DRH. La jurisprudence a ouvert un petit peu la loi pour dire que dès lors qu'on a la fonction de DRH, directeur des ressources humaines, eh bien on peut effectivement, sans délégation, euh, prendre le pas sur la gestion du personnel. Attention, ça reste une jurisprudence. On n'est pas sûr de savoir si par la suite la Cour de cassation continuera dans ce même principe. Donc la Cour de cassation l'a dicté une première fois, mais ça manque un petit peu de précision. Donc faire attention sur ce point de vue, une délégation de pouvoir, c'est toujours important, utile d'être en conformité. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur ces catégories particulières. C'était très complet. Merci beaucoup, Jules, pour l'ensemble de ces précisions. On va maintenant passer à
un point crucial, en fait, le décompte dans les effectifs. Alors, pour comprendre si et comment les mandataires sociaux sont pris en compte dans les effectifs, il faut préciser que cela peut impacter de manière vraiment significative vos obligations légales. Et Jules, je crois que tu as beaucoup d'éclairage à nous apporter sur ce point-là. C'est ça, en clair, Alexandre, effectivement, la question, c'est de savoir, est-ce que le mandataire social, est-ce que le dirigeant est pris en compte dans les effectifs? La réponse, vous la voyez apparaître à l'écran, il n'est pas pris, il ne fait pas partie des effectifs. C'est la première des choses, c'est le principe de base à prendre en compte. Un dirigeant de société, un mandataire social, ne fait pas partie des effectifs. Il y a une hypothèse par contre dans laquelle effectivement il peut être pris en considération dans les effectifs, c'est dans le cas, on l'a vu précédemment, où il cumulerait en clair son mandat social avec son contrat de travail. Et là, effectivement, dans ce cas-là, il a un statut de salarié, puisqu'il dispose d'un contrat de travail, qui impose en clair de le prendre en considération dans les effectifs de la société, calculés conformément aux dispositions de la sécurité sociale. Donc ça veut dire que quand vous allez devoir déclarer par le biais de la DSN, la déclaration sociale nominative qui doit avoir lieu chaque mois dès lors qu'on a des salariés, quand on va déclarer justement l'effectif de notre société, puisqu'on aura en clair un mandataire qui cumulera son mandat avec un contrat de travail, eh bien, il va falloir le prendre en compte dans les effectifs. Il doit être comptabilisé. De base, un salarié doit être comptabilisé, quels que soient les pouvoirs dont il dispose, y compris s'il détient une délégation d'autorité sur un service ou un établissement qui permet de l'assimiler aux dirigeants. Donc peu importe un petit peu les pouvoirs dont il dispose, peu importe s'il s'agit d'un cadre dirigeant, d'un mandataire social qui cumule avec un contrat de travail, on va le prendre en compte dans les effectifs de la société. Donc voilà un petit peu la différence entre les deux. Dirigeant mandataire social sans contrat de travail, ça ne fait pas partie des effectifs. Dirigeant mandataire social avec un contrat de travail, on le prend en compte. Dès lors qu'il y a un contrat de travail, on peut considérer qu'il est salarié et donc qu'il doit rentrer dans les effectifs de la société. Pour ce qui est des effectifs, là on parlait des effectifs de la sécurité sociale. Maintenant, comme vous le savez, il y a également des effectifs qui sont spécifiques prévus dans le Code du travail pour le cadre des élections professionnelles. L'employeur, ce qu'on appelle l'employeur, les mandataires sociaux en clair, ou les cadres dirigeants qui seraient mis à disposition d'une filiale par la société mère pour y exercer des fonctions de direction, et qui ne se trouvent pas sous un lien de subordination, ne sont pas comptabilisés pour voir si on met en œuvre ou pas des élections professionnelles. Donc là, je vous ai mis un petit peu la liste, l'employeur, les mandataires sociaux, les dirigeants, et cas particulier, les cadres dirigeants mis à disposition d'une filiale, qui remplissent les conditions que l'on a vues, ne sont pas comptabilisés pour voir si on atteint en clair 11 salariés sur 12 mois consécutifs pour devoir obligatoirement mettre en œuvre les élections. Voilà, à ce niveau-là, ils ne sont pas pris en compte. Le mandataire qui cumule son mandat social avec un contrat de travail, pour le coup, lui, va être pris en compte dans cet effectif-là. Alors, pardon, ne va pas être pris en compte et ne saurait être également électeur et éligible compte tenu de ses fonctions. Alors pourquoi? Parce que le mandataire social, il exerce en clair des fonctions en lien des fonctions liées à son mandat social et qui sont en lien direct, le plus pur, avec la direction. C'est lui qui représente la direction. Donc il ne peut pas être élu, il ne peut pas non plus voter, en clair, dans le cadre des élections professionnelles. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le décompte des effectifs. Bah, merci une fois de plus, Jules, hein, pour toutes ces précisions. On va aborder un des sujets, je pense, les plus sensibles de cette thématique, c'est le cumul entre contrat de travail et un mandat social. Donc, c'est une réalité pour beaucoup d'entreprises. Alors, quelles sont les conditions et les obligations à respecter pour être certain de la bonne conformité de ce cumul entre un contrat de travail et un mandat social, Jules? Alors Alexandre, voilà, c'est exactement ce que tu viens de présenter. Généralement dans la pratique,
il y a de nombreux mandataires sociaux qui cumulent le mandat social avec un contrat de travail. Et attention, on a fait un petit focus sur cet aspect-là, une petite précision sur ce point. Attention à ce niveau-là, à cette situation particulière, on va voir les conditions qui permettent de considérer qu'il y a ce cumul. La première des conditions, c'est l'obligation de disposer d'un contrat de travail écrit. Il est indispensable qu'un mandataire social qui cumule son mandat social avec un contrat de travail dispose d'un contrat de travail écrit, dispose d'un contrat de travail qui soit en mesure de fournir, en clair, à l'inspection du travail, à l'URSSAF, en cas de contrôle. Ce contrat de travail doit permettre de prouver l'existence d'une relation salariale, en clair, entre le mandataire social et la société. Il est impératif de le fournir en cas de contrôle URSSAF. Donc, n'hésitez pas. On vous invite vraiment à venir vers nous pour effectivement ne pas, en cas de contrôle URSSAF, pour tout de suite prendre les meilleures des dispositions, tout de suite voir si on peut conclure un contrat de travail, etc., pour être en conformité, pour régulariser sa situation. C'est la première des conditions. Pour la deuxième condition, on va avoir l'exercice de fonctions techniques distinctes, effectives et approuvées par la société. Alors, qu'est-ce qu'il en est à ce niveau-là? Il y a de nombreuses, en clair, légendes un petit peu, qui précisent qu'on peut mettre en place un cumul mandat social, contrat de travail facilement, et on va mettre en clair en place dans le contrat de travail la fonction tout simplement de directeur général. Attention à cet aspect-là. Un cumul mandat social, contrat de travail ne peut être prouvé, ne peut être accepté par l'URSSAF que si on a exercice de fonctions techniques distinctes, c'est-à-dire que le contrat de travail doit prévoir des fonctions techniques différentes de celles de directeur général, de celles de président. Ça ne peut pas de celles de gérant. Ça ne peut pas être les mêmes fonctions que les fonctions développées dans le mandat social. On voit encore trop souvent de contrats de travail dans ces situations-là à risque, parce qu'ils mentionnent ce point-là. Les fonctions, elles doivent être délimitées. Elles nécessitent une technicité particulière qui permette de les distinguer des attributions relevant du mandat social. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nos services, parce qu'on va trouver très facilement un subterfuge, on va trouver très facilement une mention qui pourra vous remettre dans la légalité. Il faut indiquer les fonctions de directeur, par exemple, recherche et développement, des fonctions de directeur technique, les fonctions de directeur commercial. C'est ce type-là qu'il faut indiquer dans le contrat de travail. Il faut bien sûr pouvoir prouver ensuite, par la suite, qu'on exerce ces fonctions-là, mais ça sera plus simple à la rigueur de prouver qu'on exerce ces fonctions dans la pratique à partir du moment où, bien sûr, on a mis le bon libellé. Sinon, l'URSSAF va se poser des questions, va redresser nécessairement la situation. Les fonctions ne doivent pas être fictives, ni pour avoir pour but de contourner la règle de révocation des dirigeants à la tête de la société. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre en œuvre un cumul mandat social contrat travail si ça a pour but de bloquer les autres associés, puisque si jamais on se sépare de ce mandataire social, eh bien derrière, on va devoir en fait payer les coûts d'un licenciement qui ne serait pas justifié. Donc attention à cet aspect-là, il ne faut pas non plus que ça ait pour but de bloquer les autres associés, de rentrer dans une guerre entre associés. Troisième condition, il faut une rémunération propre. Et oui, puisque c'est un salarié, donc la rémunération doit être distincte de celle du mandat social. On le verra, elle doit faire l'objet d'un bulletin. Elle ne doit ni être excessive, ni dérisoire. Elle doit être conforme au salaire minima prévu par la loi ou la convention collective applicable. Donc, on peut se permettre de prévoir une rémunération qui est totalement différente de celle de mandataire social. On peut se permettre d'avoir une rémunération pour les deux. Pour un mandataire social, il n'est pas nécessaire d'avoir de rémunération, donc on peut ventiler, voilà, on peut avoir des stratégies, on peut ventiler entre les deux, mais attention à bien respecter le fait que ça ne doit toujours être ni excessif, ni dérisoire, et que ça soit dans le respect des salaires minima pour la rémunération en tant que salarié.
Et enfin, dernière condition, l'existence d'un lien de subordination. Le dirigeant doit recevoir des directives de la société, doit être soumis à un contrôle de son travail, ce qui est très difficile lorsque le mandataire social est un associé majoritaire de la société. C'est quasiment impossible de reconnaître un lien de subordination, donc ne vous posez pas la question. La question a déjà été posée également auprès de nos services sur le statut égalitaire. Là aussi, ça risque d'être quasi impossible à faire reconnaître, puisque le lien de subordination n'y sera pas, dans le sens où vous risquez en tant qu'associé majoritaire et mandataire de ne jamais être remis en cause dans tout ce que vous faites. Donc, à ce niveau-là, faites attention sur le lien de subordination, c'est ce qui remet en cause généralement tout simplement les conditions du cumul. Enfin, pour finir, en quoi le cumul contrat de travail-mandat social est-il important du point de vue des cotisations sociales? Il est indispensable sur les cotisations sociales relatives à ce qu'on appelait auparavant Pôle emploi, mais qu'on appelle désormais France Travail, de remplir et d'envoyer le questionnaire à France Travail pour validation, pour savoir si le mandataire doit ou non cotiser à France Travail. On a encore trop, effectivement, on voit trop encore en France de mandataires sociaux cumulant avec un contrat de travail, cotisant à France Travail pour au finir ne pas pouvoir bénéficier des allocations chômage quand le contrat de travail est rompu, et généralement le mandat social avec. Donc ça ne sert à rien de cumuler à France Travail si vous n'avez pas fait le questionnaire qui le valide. Le questionnaire, il est assez conséquent, il est important de le mettre en œuvre, c'est en clair une prestation que nous proposons pour un montant de 100 € hors taxe. Donc n'hésitez pas à faire appel à nos services parce que c'est vraiment dommage de cumuler pour rien, euh, alors que au final, vous n'aurez pas droit à Pôle emploi, à France Travail, aux allocations chômage, en clair, une fois votre contrat de travail rompu. Si jamais vous l'avez déjà fait, sachez que vous pouvez obtenir remboursement une fois que vous avez rempli votre questionnaire et que finalement il s'avère que vous ne deviez pas cotiser. Vous pouvez obtenir le remboursement jusqu'à 3 ans en arrière au niveau de la prescription. Là encore, n'hésitez pas à faire appel à nos services pour être conseillé au mieux. Mais voilà, c'est une question essentielle à se poser pour éviter tout simplement de perdre des fonds qui pourraient être employés à autre chose. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est à ce niveau-là. Enfin, juste petite aparté sur les situations familiales, dès lors on va avoir des situations comment dire, on va recruter son épouse, son époux ou ses enfants. Attention, parce que là aussi, il serait indispensable de de remplir ce questionnaire France Travail. Ouais, Jules, il faut préciser qu'au moment de la préparation de ce rendez-vous, tu avais énormément insisté en fait sur ce formulaire France Travail qui est à la fois technique et stratégique et qui nécessite en fait vraiment un accompagnement spécifique, à la fois pour vous faire gagner du temps, mais surtout pour être certain de bien cotiser, quoi. Tout à fait, Alexandre. On va pouvoir enchaîner avec un point incontournable de ce rendez-vous. Et je vous rappelle d'ailleurs que vous avez la possibilité de poser vos questions donc à la fois à Jules et à Déborah. Pour ça, vous avez l'onglet QR pour questions-réponses en haut de votre écran. Et Déborah vous répond en direct. Et bien sûr, à la fin, on ouvrira une session de questions-réponses. Donc, enchaînons donc maintenant avec la rémunération du dirigeant. Entre fiscalité, charges sociales et forme de rémunération, ce sujet mérite vraiment une attention particulière et un chapitre dédié, quoi. Alors, tout à fait, Alexandre. On va peut-être voir dans un premier temps la durée de travail, et puis Ah, ensuite on excusez-moi, verra oui. la rémunération. Donc, la durée de travail et les absences du dirigeant. En clair, il y a effectivement à ce niveau-là, comment dire, trop encore de questions sur cet aspect-là. Un dirigeant n'est pas soumis à la durée légale de travail. On l'a vu ensemble, le cadre dirigeant qui est pourtant salarié n'y est pas soumis, alors un dirigeant encore moins, un mandataire social encore moins. En cas d'absence d'un dirigeant ou en cas d'arrêt maladie de celui-ci, sa rémunération reste inchangée. Il y a trop de légendes à ce niveau-là encore sur le fait qu'un dirigeant, un mandataire social en arrêt maladie puisse en fait voir sa rémunération modifiée. Attention, on parle d'un dirigeant mandataire social sans cumul avec un contrat de travail.
On parle de la rémunération, sinon s'il y a cumul avec un contrat de travail, de la rémunération qui est versée dans le cadre de son mandat social. Toujours bien différencier les deux rémunérations. Dans ce cas-là, effectivement, la rémunération va rester inchangée. En effet, la rémunération d'un dirigeant, d'un mandataire social, elle est versée, en clair, jusqu'à une décision, contraire qui est prise en assemblée générale. Donc, le procès-verbal doit toujours mentionner, en assemblée générale, doit mentionner une modification, quelle que soit sa nature, qui apparaîtra en clair dans le rapport de gestion, sur la rémunération. S'il y a une décision à prendre, elle doit être prise en assemblée générale. On ne peut pas modifier la rémunération comme cela d'un dirigeant. Le dirigeant n'est pas soumis à une durée légale de travail, il n'y a pas de problématique d'absence ou quoi que ce soit. À ce niveau-là, il doit être rémunéré quoi qu'il arrive. Sinon, il faut modifier sa rémunération dans le cadre d'une assemblée générale. Enfin, attention, il ne peut pas se prévaloir en fait des congés payés légaux et conventionnels. Il n'a donc pas de compteur CP sur son bulletin, on le verra par la suite. Il n'a pas non plus droit aux absences pour événements familiaux. Cela n'empêche pas de pouvoir par contre s'absenter pour ces raisons-là, mais ça n'impactera pas la rémunération. Comme on l'a dit, le dirigeant n'est pas soumis à une durée légale, donc peu importe, il doit faire son travail, le travail qu'on attend de lui au niveau des associés, mais ce n'est pas un travail du salarié. Donc, il verra sa rémunération versée quoi qu'il arrive. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la durée de travail et les absences d'un dirigeant. Il y avait effectivement un petit focus sur la rémunération, et justement, on va y venir, Alexandre, sur ce point. On va pouvoir enchaîner justement avec la rémunération du dirigeant. Donc, ce que je disais, c'est fiscalité, charges sociales, forme de rémunération. C'est un sujet Mhm. voilà, qui mérite vraiment une attention particulière. Tout à fait, voilà, Alexandre. Surtout, la question qu'on se pose, obligation ou non de prévoir un bulletin de salaire, ben, qu'en est-il en fait avec un dirigeant? Alors le dirigeant, on l'a vu ensemble, on a commencé à le voir ensemble dans dans la durée de travail, le dirigeant peut percevoir une rémunération au titre de son mandat social. Cette rémunération n'a pas de la nature de salaire. Elle doit faire l'objet d'un bulletin pour ceux qui sont assimilés salariés, c'est-à-dire les dirigeants relevant du régime général de la sécurité sociale, afin que les cotisations sociales soient précomptées. Donc là, attention, je ne suis pas rentré dans le détail, vous avez en clair certains dirigeants qui, lorsqu'ils cumulent, c'est pas lorsqu'ils cumulent, pardon, ils cumulent pas forcément. Ils ont une rémunération qui est donnée au titre de leur mandat social, mais selon le type de société, ils vont, être assimilés à des salariés, et donc ils vont relever du régime général de la sécurité sociale. Ce bulletin ne doit pas faire référence à une situation de salarié, mais doit faire mention de certaines cotisations sociales. Alors, le fait de ne pas faire référence à une situation salariée fait qu'il y a un certain nombre de situations à prendre absolument en ligne de compte. En conséquence, il ne doit pas y avoir de mention relative, première chose, à la convention collective, pas de référence à une classification conventionnelle. Pas non plus de référence à la durée du travail, surtout pas, on l'a vu ensemble. Pas donc de mention en clair à un forfait jour ou à des heures supplémentaires. Pas de référence à un salaire. Et oui, attention, malgré le fait, on parlera de bulletin, mais pas de bulletin de salaire. On parlera d'appointement. C'est le terme qui prédomine dans ce domaine-là. On parlera également, on ne parlera pas plutôt des avantages salariés. On peut avoir une affiliation à la mutuelle, bénéfice de l'intéressement, uniquement si l'accord qu'il met en place le prévoit. Donc, mutuelle prévoyance, ok, intéressement, ok. Par contre, il n'y aura pas de compteur de congés payés, comme on l'a vu ensemble dans la durée de travail, pas de RTT, pas de compte personnel de formation, pas de titre au restaurant, ni de chèque vacances ou cadeau. Pas de tout ça. On est sur un dirigeant à proprement parler. Il peut en bénéficier s'il cumule avec un contrat de travail, mais au titre de son contrat de travail en tant que salarié. En revanche, il y aura des cotisations salariales qui seront sur le bulletin non salarié. Et le plafond ne sera pas, ça sera un plafond qui ne sera pas proratisé de sécurité sociale. Il y aura un taux d'allocation familiale au taux normal. Il y aura une affiliation à la GIRCARCO, et donc on devra payer des cotisations là-dessus, à la prévoyance des cadres, cotisation. Le mandataire pourra également percevoir des avantages en nature évalués au réel. Donc voilà un petit peu
ce qu'il en est de ce statut. Par contre, attention, ben, effectivement, vu la situation, il n'y aura pas, comment dire, à proprement parler, tous les éléments que l'on vient de voir, sur la situation de salarié. Donc il faut bien prendre en compte, il y aura 2 bulletins. Un bulletin, en clair, dirigeant, un bulletin en tant que salarié, s'il y a un cumul avec un contrat de travail. Bah, c'est très clair, Jules, merci beaucoup. On va pouvoir enchaîner donc avec le dernier chapitre de ce webinaire, donc lié à la révocation du dirigeant, un sujet délicat. Alors, quels sont justement les processus à respecter pour ce statut spécial? Quelles sont les précautions et les dispositions juridiques à prendre? Alors, effectivement, c'est une situation délicate quand, on veut mettre fin à un mandat social. Il y a 2 types de révocation. Le mandataire social, il peut être révoqué, en fait, à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires, sans préavis, sans indemnité, puisque ça n'est pas un salarié, et sans qu'il soit nécessaire de motiver ce choix. Il s'agit de la révocabilité ad nutum. Il y a également une autre révocation pour juste motif. Ici, la révocation doit être justifiée par une faute de gestion qui est commise par le dirigeant ou d'un comportement qui nuirait à l'intérêt social. Donc, selon le type de société ou le mandat social, la révocation devra répondre à l'une de ces situations. Ça, effectivement, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est un petit peu particulier. Mais voilà, il faudra toujours vérifier que vous ayez soit une révocabilité ad nutum, soit une révocation pour juste motif, et voir quelle en fait, révocation on va mettre en œuvre. Dans tous les cas, la révocation du dirigeant ne doit pas être injurieuse ou vexatoire, sinon ça pourrait donner lieu à un recours, pas devant le conseil des prud'hommes puisqu'il n'est pas salarié, et toute disposition statutaire ou extra-statutaire qui porterait directement atteinte, directement ou indirectement à ce droit de révocation est réputée non écrite. Pourquoi? Parce que sinon, ça serait trop facile pour un associé majoritaire de se faire nommer en fait mandataire et d'avoir prévu dans les statuts qu'on ne puisse jamais le révoquer. C'est notamment le cas de la problématique des parachutes dorés. C'est ce que vous voyez quand il est prévu le parachute doré, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de percevoir une indemnité de révocation si jamais on met fin au mandat social. Cette indemnité est tellement importante qu'on ne peut plus, en clair, révoquer le mandataire. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à cet aspect-là, parce que c'est des dispositions qui sont interdites. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. On en a fini avec donc la petite présentation. On peut terminer par la phase de questions-réponses. Bonjour Déborah, est-ce qu'on on a eu beaucoup de questions de ton côté? Alors, pas beaucoup de questions. Jules, je crois que ta présentation a été très, très claire. Je ne sais pas si ça vous fait réagir ou pas. Parfait. Donc n'hésitez pas, il vous N'hésitez reste pas, encore, voilà, il n'hésitez vous pas. reste encore quelques minutes pour pouvoir poser votre question directement donc à Jules et Déborah. Bah, d'abord, merci Jules et Déborah pour la qualité de vos interventions et vraiment le partage de votre expertise. Une fois de plus, on voit que c'est super technique et très intéressant en fait, et ça montre vraiment la pertinence de ces webinaires et l'importance d'être bien accompagné pour garantir en fait comment je veux dire, la conformité de vos décisions RH, même au-delà que de la partie RH. Merci également à vous tous pour votre participation et votre fidélité donc à cet événement. Si ce webinaire vous a apporté en fait des réponses, mais que vous souhaitez aller plus loin, je vous rappelle également qu'on a la PRH Academy, donc notre centre de formation qui propose également une formation professionnelle dédiée uniquement donc au statut social du dirigeant pour approfondir voilà, les thématiques abordées aujourd'hui, notamment sur la partie cumul, contrat, mandat social et tout un volet sur la fiscalité. Voilà, et vous pourrez gagner en fait vraiment en expertise pour sécuriser vos pratiques et garantir toujours votre conformité juridique. Est-ce qu'on a d'autres questions qui arrivent de ton côté, Déborah? On a eu une petite question qui est arrivée. Alors, quid si prise en charge par l'entreprise d'une assurance privée permettant d'avoir l'équivalence de France Travail, un mandat social, non cumul contrat de travail? Alors oui, effectivement, tout à fait, il est possible, dans le cas où, en clair, France Travail refuserait, comment dire? À ce que à ce que le mandat social soit à ce que le cumul mandat social contrat de travail soit reconnu et donc à cotiser, en clair, pour les cotisations chômage.
Oui, dans ce cas-là, s'il y a un refus du dossier, il est possible effectivement de souscrire à une assurance, en clair, qui permet d'avoir l'équivalent des allocations chômage. Donc, c'est tout à fait, envisageable. On peut même prévoir, en clair, de la souscrire, si également, même si on est couvert, par Pôle emploi. Donc c'est des assurances privées, il faudra regarder, ce qu'il en est, à proprement parler. Merci. Alors, on a une autre question. Est-ce que le contrat de travail du dirigeant peut être le même que le CDI signé par les salariés? Alors, le contrat de travail du dirigeant peut être effectivement le même, en clair, que, le CDI signé par les salariés. Ça reste un contrat de travail, donc il peut y avoir une durée du travail, il peut y avoir, également, une rémunération, tous les éléments, en fait, qui sont constitutifs d'un contrat de travail. J'ai même envie de dire, c'est pas il peut, c'est il doit y avoir ces éléments-là, en clair, pour retrouver, un CDI classiquement comme tout salarié. Il faut bien différencier les 2. En clair, c'est un cumul, donc ça veut dire on met 2 statuts ensemble sur cet aspect-là. Si. Est-ce qu'on a le temps, Alexandre, de prendre une dernière question? Allons-y, prenons la question d'Aurélia. Allez, alors j'ai un salarié qui est actionnaire de la maison mère, mais salarié dirigeant d'une filiale fille, et on ne l'a pas mis mandataire. Est-ce juste? Alors C'est technique. alors un salarié effectivement qui est actionnaire de la maison mère, d'accord, donc actionnaire et salarié dirigeant d'une filiale fille, mais on n'a pas mis mandataire. Alors, normalement effectivement, il faut clair, mettre en œuvre, un mandat social, à proprement parler, c'est vrai qu'un comment dire? Un salarié dirigeant, il faut quand même que son statut, soit bien, comment dire? Soit bien identifié. Donc il peut, être, dirigeant d'une société, être mandataire d'une société, être salarié dans l'autre, ça c'est possible, d'accord? De faire un cumul de cette façon-là, c'est envisageable. Après je ne sais pas si on a clairement répondu à la question, si, voilà, on n'hésitera pas à vous À recontacter revenir. si jamais, voilà, revenir vers vous si vous souhaitez un peu plus de précision, donc on n'hésitera pas sur ce point. On va juste être Donc, rappeler, donc si vous avez des questions ou si vous souhaitez échanger directement avec mmh notre équipe juridique, une seule adresse mail à retenir, donc c'est l'adresse conseil au singulier @paye-du6 rh.com et n'hésitez pas donc à prendre rendez-vous avec nos experts et même en dehors de ces webinaires, ils sont vraiment disponibles pour vous répondre. Je vois qu'on a une dernière question qui est arrivée, on la prend, Jules, on y va? Oui, bien sûr, on peut. Il est indiqué sur le bulletin de paie qu'il est mentionné le code IDCC. En clair, le code IDCC, c'est le code de la convention collective, mais il n'y a pas de classement, il n'y a pas de classification conventionnelle. Alors ça dépend du statut. S'il y a un statut de salarié, effectivement, il faut que la convention collective soit apposée sur le bulletin de salaire, ainsi que la classification qui est définie au niveau de la convention collective. Par contre, si on est sur, un mandataire social, là, le bulletin de paie, en clair, ne doit pas faire apparaître de salaire et donc pas de classification conventionnelle. À ce niveau-là, d'ailleurs, pour finir, s'il s'agit, du troisième cas en clair, d'un cumul mandataire social contrat de travail, si on est sur le bulletin, du cumul avec le contrat de travail, bulletin de salaire, là, c'est normal, comme tout salarié, on doit avoir le code prévu par la convention collective, enfin la convention collective, et également la classification. Alors si c'est un statut dirigeant, comme ça a été précisé, dans ce cas-là, normalement, on ne fait pas référence effectivement à la convention collective. Ça n'est pas non plus, une difficulté, à proprement parler. Si jamais ça apparaît, ça peut être régularisé. Voilà ce que je voulais dire. Merci à tous pour votre confiance et votre participation. Donc notre webinaire touche à sa fin et on se retrouve très prochainement. Donc on vous donne rendez-vous en janvier pour le premier webinaire de 2025 avec une nouvelle formule sur un thème qui va certainement vous intéresser. On peut le dévoiler dès maintenant, Jules. C'est les 3 thèmes qu'on va aborder sur le prochain webinaire. Tout à fait. On va parler ensemble du dispositif de partage de la valeur qui rentre en application dans les entreprises, de 11 à 49 salariés à compter du 1er janvier 2025. Première chose, première nouveauté.
Et on va parler également, bien sûr, de la situation actuelle un petit peu compliquée pour essayer d'y voir plus clair. Un, sur les chiffres, en clair, les chiffres clés de l'année prochaine. Et puis deux, également, sur un certain nombre de sujets, savoir s'ils vont rentrer en application ou pas l'année prochaine, les titres restaurants, la prime de partage de la valeur, etc., etc. Puisque vous le savez, en ce moment, la situation politique est un petit peu compliquée. Mais, en clair, on va voir un petit peu, ce qui va être possible de faire, l'année prochaine. Et bien sûr, donc on vous partagera le lien pour vous inscrire en priorité. Je vous remercie à tous pour votre participation, votre confiance. Je vous souhaite une excellente fin de journée et puis un bon appétit vu qu'il est déjà 12h20. Merci beaucoup, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.